Téléthon de Gotzenbrück a rencontré un vif succès hier. Malgré son report après les journées nationales, l'événement a rassemblé 140 participants, rien que pour la marche solidaire. Une affluence au-delà des attentes des organisateurs pour cette 13e édition. Paris réussit également pour la première édition du Salon du Livre de Loopershus. Dimanche dernier, le public a largement répondu à l'appel pour venir à la rencontre des 40 auteurs régionaux présents. Entre échanges et séances de dédicaces, les visiteurs sont repartis ravis et souvent les bras chargés de livres. À Rohrbach-les-Beach, samedi, plusieurs centaines de personnes ont fait broyer leurs sapins pour la bonne cause. L'opération était organisée par les arboriculteurs de la commune. En plus de ce service gratuit, ils proposaient du chaud préparé avec leurs fruits. Les bénéfices seront reversés au profit d'une association qui accompagne les enfants atteints du syndrome de Williams-Eberen, une maladie génétique rare. Vous regardez le 30 minutes, merci de commencer la semaine avec nous sur Mosaïque Cristal. On va faire le tour de tout ce qui fait l'actualité près de chez vous. Si vous êtes un fidèle de l'émission, vous le savez, à chaque début d'année, Mosaïque Cristal donne la parole aux élus du secteur. Notre invité aujourd'hui, c'est Roland Roth, le président de la Casque. On reviendra avec lui sur le bilan de l'année écoulée et on évoquera les perspectives pour 2025. Vous faites peut-être partie de ceux qui profitent de l'hiver pour rester au chaud et se plonger dans les livres. C'est ce qu'on fait hier à Loopershus. De nombreux visiteurs pour le premier salon du livre organisé par la bibliothèque du village. Un événement qui, vous allez le voir, a fait le plein. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Ils n'auront pas douté longtemps. En organisant le premier salon du livre de Loopershus, les organisateurs, les membres de la bibliothèque de la commune, faisaient un pas dans l'inconnu. Ils ont rapidement été rassurés. C'est formidable, il y a énormément de monde. On a 40 auteurs de la région qui sont venus. Et en l'espace d'une heure, il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues que dans les autres salons où ils faisaient le samedi et le dimanche. Parmi les œuvres proposées, il y en avait pour tous les goûts. Les visiteurs ne faisaient d'ailleurs pas que passer, ils échangeaient avec les auteurs et repartaient certains avec les bras chargés de livres. Oui, j'ai trouvé mon bonheur dans ce salon pour ma nièce et aussi pour moi. J'ai pris le livre Juliette et sa maman. Juliette part en vacances. Petit lapin cherche le bonheur et moi je me suis pris un roman Il y a quelqu'un qui t'aime en France. Donc ça part d'une histoire en Italie et on arrive en France et il a l'air vraiment intéressant donc j'en ai profité. J'ai trouvé mon bonheur tout à fait, un beau roman historique, l'Odyssée des Templiers, que j'ai hâte de dévorer en 3 volumes. Alors il y a de la lecture en perspective. J'ai découvert aussi Johanny, une jeune auteure de romans qui est passionnante. Voilà, vraiment, puis je continue mon petit tour encore. Le salon du livre de Loopershus a pour vocation de mettre en avant les nouvelles plumes, de permettre aux auteurs assez méconnus de la région d'accroître leur nombre de lecteurs. Et hier après-midi également, eux aussi semblaient avoir trouvé leur bonheur. Ils m'ont déjà demandé pour renouveler ça et je suis hyper heureuse. Voilà. De toute évidence, le salon du livre de Loopershus devrait être reconduit. C'était l'autre temps fort du week-end pour les amoureux de lecture. À la salle communale de Meisenthal vendredi, Laurent Bourrait a présenté son 2e livre « Éloigner l'orage ». Il s'agit de la suite de son autobiographie « Sauter dans les flaques ». Le public a pu faire dédicacer ces 2 ouvrages par l'écrivain qui habite le village. Cette année, ces œuvres seront traduites dans plusieurs langues. Émilie Hazel l'a rencontré. Votre premier livre était une autobiographie. Est-ce que ce 2e bouquin, il parle aussi de vous ? Il y a une partie, donc j'ai fait un mélange autobiographique mélangé à de la fiction. Donc j'ai gardé à peu près la même recette que pour le premier. J'ai fait ça pour fluidifier le texte, sinon ça devient trop lassant. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec ce nouveau livre ? Ce que je voulais raconter, c'est déjà la vie ce que j'ai jamais osé dire et ce qu'on n'a jamais voulu voir. Déjà, c'est ça. Et j'ai fait ces 2 bouquins pour aider les enfants classés, en quelque sorte, parce que sauter dans les flaques est devenu un outil. Et avec cet outil, je voudrais faire changer certaines choses, certaines lois, déjà pour commencer. Et comme on le dit souvent, quand on ramène le soleil dans une prison, ça ne réchauffe pas les cœurs. Moi, je voulais leur offrir beaucoup plus que ça. C'est quoi l'histoire de ce 2e tome ? L'histoire, c'est l'histoire d'un enfant placé. Donc il allait de famille en famille avant d'arriver dans le village de Meisenthal. Ça, c'était le premier tome. Et le 2e tome, c'est un enfant qui est devenu adulte. Donc il retrouve sa mère biologique
pas pour se venger d'elle, mais pour lui remettre le cadeau qu'elle lui avait remis la première fois ou la dernière fois qu'il l'avait vue. Et sachez que les 2 livres de Laurent Bourrait sont disponibles non seulement sur Internet auprès de plateformes comme Amazon et la Fnac, mais aussi dans plusieurs points de vente locaux. Vous le trouverez notamment à la librairie Muller de Beach, la boulangerie Hoffmann de Lemberg ou encore le magasin Vival à Sourtes. Une opération écologique et solidaire à présent. Samedi, à côté du stade de Rohrbach-les-Beach, ça sentait le sapin. Les habitants pouvaient apporter leur sapin de Noël auprès des arboriculteurs du village pour les faire broyer. Retour sur cette initiative dans ce reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Ils ont dit adieu à leur sapin. Après leur avoir ôté les décorations de fête, plusieurs centaines d'habitants de Rohrbach-les-Beach sont venus apporter leurs conifères. Une opération proposée par les arboriculteurs du village depuis 4 ans. On ne peut plus brûler les végétaux, donc c'était un service qu'on voulait rendre aux gens de Rohrbach. Alors le broyage est récupéré par la commune et utilisé pour faire du compost, mais également pour faire du paillage au niveau des espaces verts. En 1 heure, une centaine de sapins a été broyé. Les arboriculteurs étaient mobilisés toute la journée de samedi. On a remarqué que l'engouement était plus grand. Les gens venaient donc ramener les sapins, étaient un peu conscients, ils prenaient conscience des bienfaits du broyage. En plus de débarrasser gratuitement les habitants de leurs sapins, les arboriculteurs proposaient du jus de pomme chaud réalisé avec leurs fruits. Les bénéfices seront reversés à l'association Autour des Williams, qui soutient les enfants atteints du syndrome de Williams-Eberen, une maladie génétique rare. On a un enfant qui est dans le village qui est atteint de cette maladie. Donc on voulait soutenir, c'est une maladie orpheline un peu, donc on voulait soutenir cette maladie. Oui. L'an passé, 500 € ont été reversés à l'association suite à cette opération. Et puis toujours pour la bonne cause, dimanche à Gotsenbrück, plus d'une centaine de randonneurs ont pris part à la marche de 7 km en faveur du Téléthon. Le départ s'est fait en musique avec une représentation des enfants de la batterie. Guillaume Dumonteil avec Thibaut Desmerlet. C'est au son des percussions des enfants de la batterie de Sarreguemines que débute cette journée pour le Téléthon à Gotsenbrück. Les randonneurs se sont déplacés pour participer à une marche caritative. Une participation importante, 140 marcheurs étaient présents. Ils ont écouté cette association de musiciens bénévoles avant le grand départ. Au programme, avant le repas de midi, un circuit de 7 km des fontaines et lavoir de la commune. Cela fait 13 ans que cet événement est mis en place ici. C'est le foyer rural de Gotsenbrück qui l'a organisé avec plusieurs autres partenaires associatifs. L'ensemble des recettes seront reversées pour le Téléthon. Le 3 novembre dernier, le parc d'attractions Walligator fermait ses portes et passait en mode hivernal. Pendant un peu plus de 5 mois, les manèges, attractions et décorations du parc sont démontés, repeintes et entretenues avant la prochaine saison. Découvrez les coulisses dans ce reportage signé Marie Vin. C'est un parc qui semble abandonné. Pourtant, en coulisses, l'activité ne s'arrête jamais vraiment. Je vérifie toutes les installations électriques du parc, que ce soit tout simplement de la restauration, des manèges ou tout type d'événements. Démontage, rénovation et nettoyage, chacun a un rôle à jouer pour que le parc soit prêt à la réouverture. En hiver, c'est quand même contrôlé assez régulièrement. Pour pas qu'on ait des surprises quand on rallume, quand la saison redémarre. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On démonte le gros des attractions, quoi, qu'on ne démonte pas pendant la saison. J'ai 5-6 attractions à faire, dont celui-là, le monorail. Ensuite, j'ai Rivière Sauvage, Mini Rivière, Petit Train, Wally Express. Et après, on tourne sur tous les manèges, quoi. Va donner un coup de main à l'autre équipe et tout ce qui s'ensuit. Transportés vers un entrepôt, les attractions, décorations et manèges vont subir une révision complète, indispensable pour garantir la sécurité et la longévité des manèges. Tout ce qui doit être restauré ou repeint passe par nous. C'est-à-dire qu'il y a une grosse étape de ponçage avant de la mise en peinture, et voire même parfois de la résine ou du mastic à refaire sur certains éléments. Pendant ce temps, d'autres s'occupent des espaces verts.
L'hiver est le moment idéal pour tailler et préparer les sols pour la belle saison. Là, en ce moment, c'est tout ce qu'on appelle les tailles arbustives. C'est-à-dire qu'on va passer massif après massif, tailler les végétaux en fonction de leur taille et les variétés, des choses comme ça, des espèces. Ramassage de feuilles, soufflage de feuilles, et entretien des massifs, élagage, des choses comme ça. Pendant ce temps, équipe commerciale, administrative et technique se prépare déjà pour la saison 2025. On est une équipe plus réduite, mais oui, en effet, ça vit, même en hiver, ça vit, c'est même plus intense pour nous de préparer la saison. Après, une fois que le parc est ouvert, c'est une expérience différente pour nous aussi. Donc voilà, c'est deux périodes qui sont agréables à vivre et qui font que notre métier dans le monde du loisir est si plaisant. Ouais. On ne s'ennuie pas. Rendez-vous le 12 avril 2025 pour découvrir un parc prêt à accueillir de nouveau ses visiteurs. Le soleil est de retour en Moselle-Est pour ce début de semaine, mais attention, les températures restent hivernales. Voici les prévisions de Météo France. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, depuis maintenant une semaine, des cigognes sont de retour à Sarralbe et notamment Maurice qui a repris sa place sur le toit de la mairie. Habituellement, les cigognes reviennent sur notre territoire en mars ou avril, mais depuis quelques années, il est possible de les retrouver déjà en janvier, comme les hivers sont moins froids. Certaines cigognes restent même sur notre secteur toute l'année. Et pour Maurice, revenir plus tôt, c'est aussi assurer sa place devant les caméras qu'il défend bec et ongles. Et rassurez-vous, malgré les températures négatives qui arrivent, les cigognes savent s'adapter et ne devraient pas souffrir du froid. Pour les 3 prochains jours, notre département a été placé en vigilance jaune pour pic de froid. La journée de demain sera la plus froide avec des températures qui resteront sous la barre des 0 degrés toute la journée et qui descendront jusqu'à moins 8 degrés, ressenti moins 10 dans la nuit. Le temps restera sec avec un ciel bien dégagé. Demain nous fêtons les Nina et il fera jour de 8h20 à 17h. Passez tous encore une belle journée, couvrez-vous bien et à demain. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. À chaque début d'année, Mosaïque Cristal offre une tribune aux élus du secteur, un moment privilégié pour dresser le bilan de l'an passé et évoquer les perspectives pour 2025. C'est Roland Roth, président de la Casque, qui ouvre le bal. Il a répondu aux questions de Francis Hoffman. Regardez. Face à l'objectif, Roland Roth, président de la communauté d'agglo de Sarreguemines Confluence. Bonjour. Bonjour Francis. Alors tout d'abord, recevez les meilleurs vœux de l'ensemble de l'équipe de Mosaïque Cristal. Merci beaucoup. Et en retour, je leur présente les miens. Merci. L'année 2024 s'est achevée. Alors si l'on porte un regard sur cette année écoulée de manière spontanée, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? La réalisation au niveau de la communauté d'agglomération qui a pris le plus d'importance en 2024, c'est évidemment le projet Holosolis. Je crois que là, nous sommes dans le développement économique qui est notre passion. Et
c'est un projet exceptionnel qui a mérité donc beaucoup de travail tout au long de l'année, un accompagnement dans la démarche pour obtenir ces 2 fameuses autorisations, le permis de construire et l'autorisation environnementale. Donc un travail de longue haleine, bien que ça a été réalisé dans un laps de temps relativement court. Donc ça s'est parfaitement bien passé et je crois que c'est effectivement ce projet-là qui était pour moi le plus important en 2024. Et ce n'est pas la seule réalisation, d'autres chantiers sont en cours ou sont terminés. Alors il y en a un d'ampleur, c'est le Bliss Park. Où est-ce qu'on en est concrètement? Mais nous sommes là dans la compétence équipement sportif, donc un projet d'ampleur, effectivement, lié au fait d'ailleurs qu'il y a des établissements scolaires qui sont autour aujourd'hui qui ne disposent pas d'équipements disons de qualité suffisante pour pouvoir convenir aux enseignants. Donc ce projet est en voie d'achèvement, même si il a pris du retard. Un retard d'abord lié déjà au Covid, donc il y a eu un coup d'arrêt. Ensuite, il y a eu une problématique de livraison de matériaux qui a freiné un peu la réalisation du chantier, et puis quelques éléments techniques également sur le terrain qui ont rallongé les délais. Alors aujourd'hui, nous partons du principe que ce gymnase devrait être achevé avant l'été. Nous espérons que ce sera le cas. À ce moment-là, il sera mis à disposition des établissements scolaires et des associations qui le souhaitent et qui en prendront possession pour l'utiliser. Vous l'avez dit tout à l'heure, le développement économique reste votre passion. C'est aussi l'atout majeur de l'agglo. Alors la question reste naturellement toujours en suspens par rapport à Holosolis. Selon vous, va-t-on, parce que rien n'a vraiment démarré, est-ce qu'on va réellement produire, selon vous, des panneaux photovoltaïques ici sur le secteur ? Vous y croyez, vous n'avez peut-être pas le choix, mais... Si la question est posée de cette façon-là, je dis clairement oui. Pourquoi ? Parce que je côtoie les porteurs de projets, je les côtoie très très régulièrement, et je les sens toujours aussi motivés. Même si, et je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, vu le contexte politique, qui s'est installé en France, on peut se poser des questions, puisque on en est à un stade où il faudra très rapidement boucler le financement et le boucler définitivement de cette opération de très grande ampleur. Je rappelle quand même qu'il s'agit là de 850 millions d'euros, ce qui est énorme. Donc, j'espère, et je reste très optimiste malgré tout, que les négociations qui ont déjà eu lieu il y a quelques mois avec le gouvernement précédent, qui s'est engagé à soutenir cette opération, j'espère qu'il n'y aura pas de changement à ce niveau, et sur les aides européennes également, puisque ce sont deux sources de financement qui sont particulièrement importantes. Alors 850 millions, alors d'après vos informations, qu'est-ce qui est déjà acquis ? Déjà, ils en sont à la phase B. Ils ont découpé ce financement en plusieurs phases. Donc la première partie qui est destinée au montage de l'opération au travers des bureaux d'études, etc. Donc ça a un coût, tout cela. Cette partie-là est aujourd'hui réglée. Il s'agit maintenant de préparer la partie
déroulement sur le chantier, donc les opérations de construction qui, bien entendu, coûteront le plus cher, et c'est en cours. Donc il y a actuellement des discussions à ce niveau. Alors, on l'a vu lors de la soirée élue entreprise, il y a un va-et-vient d'entreprise plus ou moins important sur les zones économiques de l'agglo. Est-ce qu'on peut globalement dire que le solde départ et arrivée, il se situe comment? Oh, il est certainement positif. Il est certainement positif. Il y a malheureusement des nouvelles parfois tristes dans le cadre de fermeture d'entreprises, mais globalement, bon, je n'ai jamais fait le comparatif, mais globalement, je pense qu'on reste sur un solde positif, même si en 2024, il y a eu quelques alertes et quelques déceptions. J'ai toujours en moi la déception du départ de la Smart, l'arrêt de la Smart, qui était quand même l'usine emblématique du secteur. Donc j'ai toujours la même incompréhension par rapport à ce départ, mais enfin, nous ne sommes malheureusement pas décideurs dans ce domaine. Il y a eu une alerte chez Ineos Automotive, qui n'est pas lié à eux directement, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Donc le manque d'approvisionnement en sièges qui les a obligés de se mettre à l'arrêt, ce qui n'est jamais très bon pour l'entreprise et pour le personnel non plus. Et puis en dernier lieu, il y a Ineos, donc Saralbe, qui a subi à peu près le même sort, puisque l'amenée d'éthylène a été bloquée à 600 km d'ici. En tout cas, le développement économique reste en marche au niveau de l'agglo. Reste en marche totalement. Donc, nous avons des demandes sur Bousvillers aussi, parce qu'il n'y a pas que les grandes ou très grandes opérations. Il y a aussi les parcelles plus petites qui sont recherchées et pour lesquelles nous trouvons des acquéreurs assez rapidement en général. Au niveau des services à la personne, est-ce qu'il y avait des réalisations particulières menées en 2024 qui ont touché chacun d'entre nous? Au niveau des services à la personne, tout dépend de quel service il s'agit, puisque nous ne sommes pas compétents en tout. Donc, si on peut parler, par exemple, de mobilité, la mobilité est un service rendu également au niveau des transports en commun, avec là des ajustements qui se font tout au long de l'année, avec également des actions sur les véhicules pour les rapprocher de la propreté environnementale. Bon, ce sont des opérations qui, pour nous, sont courantes et sur lesquelles nous travaillons en permanence. Ensuite, en matière de services, nous avons depuis peu la distribution de l'eau potable qui a créé quelques petits soucis que j'ai bien compris à un moment, puisque les factures étaient un peu difficiles à lire. Donc, il a fallu apporter l'information qu'il fallait, et je pense que depuis, tout le monde a bien compris que finalement, ils ne sont pas pénalisés en matière de prix de l'eau. Tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. C'est lié également au changement de prestataire de service, qui est un choix de la collectivité et un choix qui s'est appuyé sur des faits, sur des chiffres, sur une vision qui était celle de l'Assemblée à ce moment-là. Alors, la mobilité douce, j'imagine que vous avez continué à travailler sur les pistes cyclables et vous allez encore le faire dans les années à venir. Où est-ce qu'on en est avec le plan vélo finalement? Le plan vélo se poursuit tel qu'il était prévu. Donc la dernière opération, et qui est une opération lourde, c'est celle qui est réalisée entre Lixin, les Roulins et Grosse-Blie.
quand je dis que c'est une opération lourde, c'est financièrement avant tout. Auparavant, c'était plutôt une problématique technique et plus encore une problématique de foncier, puisque c'est un projet qui existe depuis une petite éternité déjà, mais qui n'a pas pu se réaliser pour des raisons d'acquisition foncière. Donc le propriétaire n'a pas souhaité vendre et voilà, il a fallu trouver une solution. Donc ça, c'est un tronçon qui est intéressant dans la mesure même où les jeunes pourront utiliser cette piste pour aller au collège, par exemple, de Grosse-Blie. Et puis, il y a une nouveauté, et c'est peut-être un petit scoop, c'est qu'il y a de fortes chances que nous puissions inscrire au budget 2025, donc là, on est en 2025, un tronçon ville cette fois-ci, puisque nous avons travaillé sur ce projet, qui serait la prolongation de la piste actuelle entre la piscine et le pont de Annweiler, puisqu'elle s'arrête là. Il faut sortir de la rive gauche de la Blies pour revenir sur l'avenue de la Blies. Nous avons fait étudier la possibilité de continuer, de rejoindre la rive droite de la Sarre, passer devant le Square Bennett jusqu'au casino et ensuite ça permettrait donc aux cyclistes de traverser la Sarre et de rejoindre la ville dans de très bonnes conditions de sécurité. Donc ce travail de réflexion a été mené, enfin les quelques obstacles techniques que nous avions trouvés commencent à avoir leur solution, donc il y a de fortes chances que nous puissions inscrire ce tronçon dans notre budget. Je vous avoue que personnellement, je pensais que ça allait être un autre scoop. Je pensais qu'on allait, peut-être que vous alliez dire, on va aussi relier Vitrain à Kalausen, parce que c'est en cours aussi de réflexion, je crois. Oui. Moi, j'ai travaillé sur ce tronçon il y a bien longtemps en tant que, je ne sais pas si j'étais déjà président, si je me demande si je n'étais pas vice-président à l'époque, chargé de cette compétence-là. Et nous avons rencontré le même problème que celui que je viens d'évoquer sur l'X1. Donc il y a eu des problèmes d'acquisition foncière. Voilà. Alors il semblerait effectivement que le problème puisse se régler. Donc entre-temps, il y aurait une solution que je ne domine pas à ce jour, puisque bon, j'attends confirmation. Et puis voilà, nous pourrons également nous engager sur ce tronçon-là. Très bien. À un moment donné, on évoquait aussi un autre centre nautique à Sarreguemines. Est-ce que ça reste un objectif ? Oui, et je crois même que ça devient indispensable dans la mesure où nous avons fait réaliser donc des études techniques quant à quelle est la stabilité de ce centre nautique qui, je le rappelle, était patinoire à un moment donné, voilà. Et je me souviens bien de cette époque-là, qui est devenue piscine, une très belle piscine d'ailleurs, je crois qu'il n'y a rien à dire. Sur le plan esthétique, elle est encore belle. Malheureusement, d'abord elle est située à un endroit où elle est soumise aux inondations. Ce qui n'est pas toujours une très bonne chose. Et ensuite, on constate dans le sous-sol des mouvements qui permettent de croire qu'il y a des problèmes de stabilité. Donc nous allons être obligés, d'ailleurs à un moment ou à un autre, de prendre des mesures. Et à mes yeux, il serait bon que nous nous occupions dès maintenant
de la construction d'un nouveau centre nautique, ce qui n'est pas une mince opération, mais... qui serait positionné où? C'est à l'étude actuellement, je ne sais pas. Il y a deux solutions, soit démolir et reconstruire au même endroit. Hein, en plus haut? En plus haut, ben là forcément il faudrait rehausser un peu, hein, ou alors trouver un autre endroit pour réaliser ce projet, ce qui n'est pas à exclure non plus. Hein. Donc voilà, la réflexion aujourd'hui est en route et il faudra, à mon avis, très rapidement prendre une décision. De nouvelles dispositions font que bientôt on ne pourra presque plus construire en neuf, hein, puisqu'on fait des restrictions des zones aménageables, donc pour la construction, mais aussi pour les zones économiques. Est-ce que cela vous freine, vous, de votre côté, déjà au niveau de l'agglo? Ça ne nous freine pas encore, mais ça va nous freiner. Hein. Je l'ai dit depuis un bout de temps déjà, avec les projets que nous avons aujourd'hui, et il n'y a pas qu'Holosolis, hein, l'ensemble de l'espace restant, qui représente une dizaine de hectares, est quasiment déjà réservé à des réalisations qui verront le jour probablement. Et nous allons très vite nous retrouver dans une situation où il y aura absence de foncier, et nous ne pourrons plus répondre à la demande, notamment la demande de plus grosses unités. Hein. Bon, nous arrivons toujours à nous débrouiller avec de petites parcelles, mais sur de grosses opérations, ça va être difficile. Ce qui fait que j'ai demandé, et c'est déjà en route, hein, que nous puissions faire une étude sur la possibilité de trouver un endroit stratégique intéressant sur le secteur qui nous permettrait de recréer donc une réalisation du style Europol, hein, puisque nous allons arriver très vite à la fin de nos possibilités. Il y a deux études en réalité. La première concerne l'inventaire de ce qu'on pourrait appeler la densification, ce qui signifie que bon, sur certains espaces occupés sur le plan économique, il reste des tronçons de parcelles, hein, ou des espaces qui ne sont pas occupés aujourd'hui, mais qui pourraient l'être. Donc, au lieu d'avoir des dégagements relativement importants entre les entreprises, on pourrait imaginer qu'on puisse créer des parcelles nouvelles à tel ou tel endroit sans aller grignoter sur l'espace agricole. C'est de l'optimisation. Voilà. Hein, donc ça, c'est à l'étude, c'est bien avancé déjà. D'ailleurs, je pense que dans les tout prochains jours, j'aurai les premiers résultats de cette étude. Et puis ensuite, il faudra penser à un nouvel espace économique. Qui serait plutôt situé au nord ou plutôt encore au sud? Bon, je parlais d'endroits stratégiques avant, donc il est important que les liaisons routières se fassent facilement. Donc l'idéal, c'est de rester à proximité de l'autoroute. Bon, ça me semble assez évident. Maintenant, où c'est assez difficile. Hein, nous ne souhaitons pas non plus grignoter trop d'espace sur l'espace agricole qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, la réglementation ne nous le permettra pas. Hein. Et voilà, donc l'idéal, ce serait d'avoir une friche suffisamment grande pour pouvoir la transformer en terre d'accueil pour les nouveaux investisseurs. Mais il faut la trouver, celle-là. Hein. Ce n'est pas évident. Et comme nous savons qu'il faut 10 ans pour créer une zone d'activité, à mes yeux, enfin ça c'est mon avis personnel, il est grand temps qu'on s'en occupe dès maintenant. Alors vous êtes comme d'autres collectivités face à des restrictions budgétaires. Hein. Est-ce que ces restrictions... Bon, on qualifie toujours encore l'agglo de relativement riche. Je sais que
vous n'êtes pas forcément d'accord, mais on va dire que c'est le résultat d'une bonne gestion. Oui. Évidemment, il faut rester prudent à l'heure actuelle, mais est-ce que des services vont être restreints? Est-ce que ça vous freine déjà pour les projets que vous avez prévus? Est-ce que c'en est à ce point? Je dirais pas encore, mais il faut être très très vigilant et très très scrupuleux dans notre gestion. Je crois que le moindre laisser-aller nous mènerait dans une situation difficile, je ne veux pas dire difficile, mais qui nous empêcherait de réaliser ce que nous avons l'intention de mettre en place. On parle de gestion, les apports, les soutiens qui nous sont apportés par l'État notamment se réduisent. Nous n'avons plus les mêmes capacités à investir que nous avions jusqu'ici. Donc notre vision, et on revient au développement économique, notre vision est la suivante, c'est que le développement économique est la seule compétence dans laquelle on peut attendre un retour après avoir investi. Voilà. Donc si Holosolis se crée, ça ne peut être que très favorable à notre communauté d'agglo et donc à l'ensemble de la population. On arrive au terme de cet entretien. Alors il y a une question que tous les médias posent quand ils ont un invité comme vous sur le plateau. Alors je ne vais pas vous la poser. L'année prochaine, ce sont les élections municipales. Alors je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous serez candidat à Blies-Guerswiller? Est-ce qui engendrera bien sûr votre continuité à la tête de l'agglo? Donc je ne vous la pose pas. Merci. Alors voilà, on arrive au terme de cette émission. Donc si vous souhaitez prendre la parole et adresser vos vœux aux habitants de l'agglo, vous pouvez le faire face caméra. Voilà, mais d'abord, je salue tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient de notre territoire d'ailleurs ou qu'ils soient du territoire voisin. C'est avec plaisir que je leur présente mes vœux à toutes et à tous, et avant tout des vœux de santé. C'est un thème que nous n'avons pas abordé dans notre discussion, mais qui est devenu une préoccupation importante de la communauté d'agglomération. La santé qui est forcément liée à la qualité des soins qu'on peut attendre sur un territoire, et cette qualité, la communauté d'agglomération la soutient régulièrement par des opérations exceptionnelles, et pour ne relever que la dernière, ces opérations, c'est un robot de chirurgie qui permet de bien soigner les malades, mais aussi d'attirer des médecins qui sont intéressés par les nouvelles technologies. Donc la qualité des soins sur un territoire est un facteur d'attractivité, il faut le savoir. Je crois que cette qualité sert à tout le monde. Quel que soit l'endroit où il se situe, quand on a besoin de soigner quelqu'un, eh bien, on essaye de le soigner de la meilleure des manières. Donc voilà une activité qui est hors compétence pour la communauté d'agglomération, mais que nous souhaitons faire pour le bien de tous nos concitoyens. Donc voilà pour la santé, et pour le reste, eh bien, voilà, je souhaite à chacun et à chacune beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction dans leur famille et sur leur lieu de travail. Donc bonne année à toutes et à tous.